part parce que ce sont des demandes peut-être qui peuvent s'adresser à des nouveaux chercheurs, absolument, même que il y a un avantage là, dans certains des programmes à être un nouveau chercheur, mais c'est peut-être pas le programme le plus débutant là, qui soit. Donc, je pourrais l'aborder. C'est vraiment des programmes qui ont des critères très particuliers, donc on pourra en parler. Et j'ai indiqué les fonds de recherche du Québec parce que maintenant, les fonds santé, sciences et génie et société culture sont regroupés jusqu'à un certain point dans ce qui s'appelle les fonds de recherche du Québec. Et donc, certains programmes relèvent des fonds de recherche du Québec, c'est-à-dire qu'ils touchent à tous les secteurs de la recherche. Alors, donc, ils ne sont plus concentrés sur un secteur en particulier. Je vais vous donner des exemples de ces programmes-là. Alors voilà, c'est les grands organismes. J'ai fait un tableau de synthèse des programmes. En fait, j'ai essayé de vous donner des outils qui peuvent être pratiques pour vous à garder sous la main lorsque vous pensez à soumettre une demande de subvention en fait que vous vouliez faire financer un projet. Alors, si on regarde du côté du Québec, donc le Fonds de recherche québécois Société Culture, il y a du côté des activités de recherche comme telles, parce qu'en fait, si on essaie de catégoriser les différents programmes de financement de la recherche, il y a les programmes qui financent les activités de recherche comme telles. Il y a les programmes qui sont spécialisés sur la recherche partenariale, donc toujours avec un partenaire du milieu. Il y a les programmes qui sont intersectoriels, c'est-à-dire qui doivent absolument faire interagir au moins deux secteurs de recherche. Par exemple, l'éducation et la santé. Et il y a les programmes de diffusion où là, on ne finance pas les activités de recherche, mais on finance le transfert, la mobilisation de résultats de recherche vers des utilisateurs, vers le grand public. Ce serait, disons, les 4 catégories de programmes de financement de la recherche. Du côté du Québec, comme je vous disais, alors, pour ce qui est des activités de recherche, le programme incontournable pour un jeune professeur, c'est le programme Relève professorale, dont je vais parler un petit peu plus tard. Du côté du fédéral, même chose aussi qui s'adresse beaucoup aux chercheurs en début de carrière, c'est le programme Développement Savoir. Et vous avez aussi le programme des subventions de savoir pour les chercheurs plus établis, ce qui ne signifie pas qu'un chercheur en début de carrière ne pourrait pas soumettre une demande là, mais c'est certain qu'à ce moment-là, il va être en concurrence avec des chercheurs chevronnés. Donc, la concurrence est plus grande. Pour ce qui est de la recherche partenariale, au FRQSC, on a tout ce qui relève des actions concertées. Les actions concertées, ce ne sont pas des programmes à date fixe, ce sont des programmes qui sont planifiés entre le FRQSC et un partenaire. Très souvent, ce partenaire-là va être en fait un ministère. Beaucoup d'actions concertées sont faites en partenariat avec le ministère de l'Éducation. Alors, plusieurs d'entre vous connaissent probablement les actions concertées en persévérance et réussite scolaire qui vous touchent directement. Il y en a aussi, il y a aussi des programmes en littératie. Il y a des programmes récemment sur le numérique en éducation.
Il y a en fait, je vous dirais, là, beaucoup d'actions concertées qui sont lancées ces derniers temps avec différents ministères. Et ça, alors, c'est vraiment à surveiller régulièrement. Le SARIC envoie des courriels pour annoncer ces programmes, mais il faut être toujours très vigilant, aller régulièrement sur les sites des organismes de financement pour voir s'il y a des actions concertées dans un domaine qui vous intéresse. Je mentionne aussi le programme Engagement, qui est un nouveau programme, qui est un programme de recherche qu'on appelle de sciences citoyennes, donc qui implique vraiment une participation de la communauté à la recherche. Du côté CRSH, on a aussi des programmes de partenariat, certains très populaires comme engagement partenarial. Ce sont des petites subventions, je vais vous en reparler. Quand on a un bon partenaire, une bonne implication, ce sont des subventions qui ne sont quand même pas très difficiles à obtenir. Et si on a plus d'un partenaire, si c'est un partenariat un peu plus développé sur une période plus longue, là, on peut aller en développement de partenariat. Il y a un troisième programme, disons encore un cran au-dessus, qui s'appelle partenariat. Et là, c'est pour vraiment des partenariats multipartenaires avec beaucoup de chercheurs. Donc, on parle de quelque chose de, disons, qui généralement ne s'adresse pas à des nouveaux chercheurs. Du côté de l'intersectorialité, au FRQ, il y a aussi un programme qui est relativement nouveau qui s'appelle Audace, où vous devez obligatoirement être 2 chercheurs au moins de 2 secteurs différents. Quand on parle de secteurs différents, c'est plus seulement des disciplines différentes, c'est vraiment soit génie et éducation ou même, par exemple, psychologie et éducation ne seraient pas admissibles comme 2 secteurs différents. Ce sont 2 disciplines différentes, mais ce sont 2 disciplines qui ont l'habitude d'être mises en relation. Et donc, pour parler d'intersectorialité, je vous dirais la même chose pour ce qui est du Fonds Nouvelles Frontières en recherche. Ici, donc le volet exploration, transformation et international. Et là encore, on parle vraiment d'intersectorialité, donc de mettre ensemble des disciplines qui vraiment, soit qu'elles n'ont jamais été mises ensemble, en fait, des cadres théoriques, des cadres méthodologiques qui n'ont jamais été c'est ça, rapprochés et dont le rapprochement constitue véritablement quelque chose de complètement nouveau. Alors ici, l'originalité, le risque, l'audace, je dirais, là. D'ailleurs, les programmes du Fonds Nouvelles Frontières en recherche sont beaucoup inspirés du programme Audace des FRQ. Donc, il y a vraiment toute cette vision de haut risque et aussi d'un impact important à la fois scientifique et social aussi. Et je finirai avec les programmes de diffusion, donc Dialogue, qui est un programme là aussi vraiment tourné vers le transfert des connaissances vers le milieu. C'est un programme très concurrentiel où il y a très peu de subventions qui sont offertes. En fait, au dernier concours, il y avait 2 subventions par grand secteur, donc au total 6 subventions. Et c'est un processus de sélection en 2 étapes.
Sinon, beaucoup plus accessible, du côté du CRSH, le programme Connexion, qui subventionne encore là la diffusion des résultats. Ça peut être dans les formules les plus classiques comme financer un colloque, un atelier, même des écoles d'été sont admissibles au programme Connexion. Donc, des événements comme ça où il y a partage, échange de connaissances. Ou ça peut être aussi dans ce qu'ils appellent le volet rayonnement, mais qui est toujours dans le programme Connexion, pour des projets de, par exemple, d'adaptation de résultats de recherche à des publics non universitaires. Ça peut être un genre de, par exemple, de production de matériel pédagogique ou didactique. Ça peut être la diffusion à travers des médias d'information qui rejoignent un plus grand public. Donc, c'est très ouvert, mais ce qui est clair, c'est que le programme Connexion ne finance pas les activités de recherche. Donc, le chercheur doit avoir déjà financé ses activités de recherche, avoir des résultats de recherche et être en mesure de les diffuser. Alors, ça, c'est évidemment, il y a bien d'autres programmes, mais je ne veux pas non plus vous ennuyer avec toute la liste des programmes. Disons que ce sont les principaux. Je vous ai fait un calendrier des dates limites. Vous irez le consulter. Peut-être simplement savoir que noter en fait qu'il y a un changement à la date limite des subventions savoir qui étaient traditionnellement depuis des années et des années, le 15 octobre, et qui ont été devancées de 2 semaines cette année, donc c'est le 1er octobre. Alors, c'est un changement qui est un peu, disons, qui perturbe un petit peu parce que les chercheurs étaient habitués à cette date limite du 15 octobre. Donc, je vous laisse prendre connaissance de ça. Je vous présente ici… Sylvie, oui. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que pour tous ces programmes, il faut avoir un poste de professeur? Si la demande est conjointe avec des professeurs, peut-on être co-chercheur avec un statut de post-doctorant ou de professionnel de recherche? Professionnel de recherche, non. Post-doctorant, je dirais, ça dépend des programmes. Souvent, oui. La seule chose, c'est que, et par contre, pas dans tous les organismes. Au CRSH, habituellement, un post-doctorant peut être co-chercheur, parfois peut même être le candidat principal. L'inconvénient, si je peux dire, c'est que s'il est candidat ou même co-candidat, il ne peut pas être financé à même la subvention. Parce que c'est impossible pour un candidat ou un co-candidat ou même un collaborateur de recevoir des fonds de la subvention. Alors ça, c'est disons, l'écueil, si on peut dire, mais par contre, oui, effectivement, au CRSH, les postdoctorants peuvent être co-chercheurs et parfois même chercheurs principaux. Voilà. Alors, je poursuis ici avec ce schéma de la soumission d'une demande. Et ça, vraiment, je vous recommande, quand vous aurez le fichier PowerPoint, je vous recommande de l'imprimer et de la garder à proximité parce que c'est un processus à l'Université de Sherbrooke, du moins, qui est pratiquement valide pour toutes les demandes de soumission. C'est un processus en 3 étapes pour lequel il y a 3 dates limites.
la date limite facultaire, donc où vous devez soumettre à votre vice-décanat à la recherche votre demande complète que vous envoyez par courriel à l'adresse du vice-décanat. Et ça, c'est toujours 14 jours avant la date limite de l'organisme. Là, dans la plupart des cas, certainement à la faculté d'éducation où il y a une révision très, disons, approfondie qui est faite des demandes de subvention, vous avez généralement une rétroaction de votre vice-décanat et vous avez le temps de faire les ajustements demandés pour pouvoir soumettre votre demande, cette fois-là sur le portail de l'organisme, donc soumission en ligne. Et ça, c'est 7 jours avant la date limite. Pourquoi 7 jours? Parce qu'en fait, quand vous soumettez en ligne, vous ne soumettez pas, la demande ne se rend pas, n'est pas transmise directement à l'organisme. Ce que cette soumission-là fait, c'est que votre demande devient accessible au service d'appui à la recherche qui va alors la réviser à son tour. Et je sais que ça peut paraître fastidieux, ces multiples révisions, mais malgré tout, vous seriez étonné de voir à quel point il reste encore des choses à vérifier, même si votre vice-décanat a fait une première révision, il y a encore des choses à ajuster généralement à la révision au moment de la soumission au SARIC. Donc, et là encore, il y a une deuxième rétroaction qui est faite par le SARIC. Et vous avez, disons, habituellement, on essaie de rétroagir à l'intérieur de 2 à 3 jours, maximum 3 jours. Et là, donc, il vous reste 4 jours pour faire les ajustements. Et là, vous devez resoumettre en fait, sur le portail, toujours avant 10 heures le matin, le jour de la date limite. Parce que là, c'est ma collègue ou mon collègue, c'est ma collègue Chantal Guindy ou mon collègue François Chabot qui vont faire la transmission finale à l'organisme. Alors, c'est tant qu'eux n'appuient pas sur un certain bouton, en fait, votre demande n'est pas transmise au SARIC. C'est vraiment le SARIC qui est responsable de cette transmission-là. Alors, ça, c'est le processus, donc, et comme je vous disais, ça peut vous sembler long comme processus, 14 jours avant la date limite, mais il faut se rappeler que les demandes de subvention, en fait, c'est beaucoup de détails, c'est beaucoup de règles d'admissibilité, c'est aussi des documents qui doivent communiquer et qui doivent bien communiquer vos intentions. Alors, il y a beaucoup de choses à considérer et évidemment, ce sont quand même des contextes assez concurrentiels. Alors, il faut mettre toutes les chances de son côté. Voilà. Donc, j'ai l'impression de prendre beaucoup de temps. Alors, je vais peut-être passer un petit peu rapidement sur les différents programmes que je vous ai déjà présentés. Donc, relève professorale, comme je vous disais, un incontournable pour les chercheurs qui sont en poste. Donc là, oui, vraiment, on parle d'un vrai poste menant à la permanence depuis moins de 5 ans au moment de la date limite. Et c'est des programmes de 3 ans, 15 000 $ par année. C'est des projets individuels, en continuité avec le doctorat ou le postdoctorat, sauf si ça fait longtemps que vous avez terminé votre doctorat et donc, à ce moment-là, ça va être peut-être davantage en lien avec vos recherches les plus récentes. Développement savoir.
Encore là, priorité aux chercheurs émergents. Là, ce qu'il faut noter, c'est que la notion de chercheur émergent est un petit peu différente de la notion de nouveau chercheur au FRQSC. On parle ici de moins de 6 ans depuis la fin du doctorat, donc pas 5 ans, mais 6 ans, ou depuis le premier emploi permanent, la date d'embauche. Généralement, la date d'embauche coïncide avec la soutenance. Alors, ça, c'est généralement, ça peut arriver. Alors, donc, ici, c'est au FRQSC, c'est uniquement basé sur la date d'embauche. Au CRSH, c'est soit la fin du doctorat, soit la date d'embauche. Donc, il y a une plus grande flexibilité, je vous dirais. Les chercheurs établis sont aussi admissibles, mais il faut que ce soit pour des projets dans un créneau qu'ils n'ont jamais exploré. Alors, je passe rapidement. Peut-être une petite chose ici. Non, je vais vous le dire tantôt. Subvention savoir. Encore là, d'habitude, c'est plutôt pour les chercheurs plus établis. Donc, je vais passer rapidement. Les subventions connexion, je vous en ai parlé. La seule chose que je rajouterais, voilà, c'est que vous devez fournir des fonds de contrepartie équivalent à au moins 50 de la subvention demandée au CRSH. Les fonds de contrepartie peuvent être en nature ou en espèces. Alors ça, c'est important. Je vois que ce n'est pas mentionné dans ma diapositive, mais c'est à retenir. Alors, voilà. Connexion. Engagement partenarial. Ici, vous devez avoir un seul partenaire. Ce sont des petites subventions de 25 000 comme pour le programme Connexion. Un des intérêts de ce programme-là, c'est qu'il y a 4 dates limites par année. Ce qui fait que ça vous donne quand même une bonne flexibilité. Si vous n'êtes pas capable de préparer votre demande à temps pour une date limite, vous savez que 3 mois plus tard, vous en avez une autre. Et là aussi, donc, ça prend des fonds de contrepartie. Par contre, là, il n'y a pas de minimum exigé. On dit qu'il faut que ce soit supérieur à 0. Ça peut être en nature ou en espèces. Je vous dirais que souvent, ce qu'on voit dans les demandes d'engagement partenarial, c'est que la contribution, elle est en nature. Ça peut être soit en prêt de personnel, ça peut être en prêt de locaux, d'équipements. C'est généralement ce qu'on voit dans l'engagement. Et cet engagement-là du partenaire, donc, doit être confirmé dans une lettre avec en tête du partenaire. Voilà. Développement de partenariat, un peu le même principe, mais là, on peut avoir plusieurs partenaires. Les montants sont plus importants. Ça peut aller jusqu'à 200 000 et c'est pour une durée de 1 an à 3 ans. Les critères d'évaluation, j'ai mis ceux du CRSH, là. Il y a 3 grands critères au CRSH, mais ils sont comme modulés différemment selon les programmes. Défi, c'est vraiment le défi scientifique. La faisabilité, ça veut dire, entre autres, votre calendrier de réalisation. Est-ce que vous avez le budget suffisant pour faire les activités, les plans de mobilisation? La capacité, 3e critère, c'est vraiment les CV des membres de l'équipe, l'expérience pertinente qui va témoigner de ça. Pour ce qui est des CV, je fais un petit commentaire. Pour ceux qui ne le savent pas, il existe un forum des nouveaux chercheurs à l'Université de Sherbrooke.
pour lequel il y a un Moodle, Forum des nouveaux chercheurs. Et sur ce Moodle, il y a des documents et entre autres, il y a un document qui aide à compléter un CV commun. Il y a le CV commun canadien. En fait, il existe beaucoup de modèles de CV. C'est un peu la difficulté pour les chercheurs parce que seulement au CRSH, vous avez 2 modèles de CV. Vous avez le CV CRSH régulier et vous avez aussi le CV commun canadien CRSH, qui n'est utilisé que dans un seul programme, c'est le programme Développement Savoir. Mais c'est un programme qui est important pour les nouveaux chercheurs. Alors, ça, parfois, les professeurs se rendent compte à la dernière minute qu'ils n'ont pas complété le bon CV, donc le CV ne peut pas être joint à la demande. Alors, toujours bien faire attention de vérifier que vous avez le CV approprié. Je vous donne un tableau des CV, encore là, qui peut être un instrument, un outil pour vous à consulter. J'avais vu un commentaire d'une participante, je ne sais pas si elle s'est jointe à l'atelier aujourd'hui, mais elle disait qu'elle voulait avoir des exemples concrets de ce qui fait une bonne demande. Alors, j'ai essayé de penser à une bonne demande que j'avais lue récemment et de voir qu'est-ce que c'était, selon moi, de mon point de vue, les forces de cette demande-là. Alors, ce que j'ai trouvé, entre autres, et je vous dirais que, puis je suis certaine que Yves va élaborer là-dessus, bien souvent, en fait, la méthodologie, c'est là où le bas blesse un peu dans les demandes. Ce qui m'avait frappé dans cette demande-là d'une de vos collègues, c'est que c'était un programme déjà un peu particulier. C'était un programme qui finançait des synthèses de connaissances. Donc, ce n'est pas ce qu'on voit le plus souvent, mais on en voit quand même régulièrement. Et ce qui m'avait vraiment frappé, c'était le détail dans la méthodologie de synthèse des connaissances qui était présentée. D'une part, on identifiait une méthodologie éprouvée de synthèse des connaissances qu'on nommait, elle s'appelait la recension systématique réaliste, en anglais Realist Review, et on donnait les références de cette méthodologie-là. Alors, déjà, je trouvais que, OK, on avait un modèle pour faire une synthèse des connaissances très clair. On le savait tout de suite. Ensuite, tous les choix méthodologiques étaient justifiés. La période étudiée, c'est-à-dire combien d'années on reculait pour la synthèse. Ensuite, quelles étaient les bases de données explorées? Alors là, il y avait vraiment tous les noms de bases de données. On donnait aussi les mots les thèmes et les mots-clés pour investiguer les bases de données. Ça, c'était tous les critères d'inclusion, d'exclusion. Bien sûr, là, j'ai écrit le nombre de participants, ça ne s'applique pas à ce cas-là, mais c'est sûr que dans le cas d'une bonne méthodologie qui implique des participants, des sujets de recherche, c'est important de faire la justification du nombre de participants, qui est inclus, qui est exclu. Une autre chose, la démarche de recherche, c'est-à-dire toutes les étapes étaient aussi très détaillées avec un calendrier très précis aussi, le nombre de mois pour chaque étape de la recherche. Il y avait une étape mobilisation des connaissances qui était très bien étayée, qui était créative, qui était aussi bien pensée en fonction des publics visés. Comme là, c'était une synthèse des connaissances qui était faite, entre autres,
pour les décideurs, ce qui suppose une mobilisation des connaissances différentes d'une synthèse qui va être faite davantage pour les chercheurs, pour le milieu scientifique. Alors là, tous les, dans le fond, les livrables, si je peux dire, de résultats, de recherche, étaient pensés pour des décideurs, donc pour être des outils de communication efficaces en fonction des décideurs. Alors ça, c'était ce qui m'avait vraiment frappé dans cette demande-là. Je dirais, de façon plus générale, parfois, l'originalité de la recherche n'est pas très bien démontrée. On dit que la recherche est originale, mais en tout cas, le lecteur ne comprend pas nécessairement très bien en quoi le projet va être une contribution aux connaissances dans le domaine. Et pour ça, ben, il faut que les lacunes soient claires, les lacunes dans les connaissances actuelles soient claires et comment le projet va venir combler ces lacunes-là. Un dernier élément, et puis je vais passer la parole à Yves, on voit un peu moins ça, peut-être du côté des sciences humaines et sociales, mais je vous dirais que de plus en plus, dans les programmes, entre autres au fédéral, on voit des critères liés à l'équité, la diversité et l'inclusion qui doivent être pris en compte dans la recherche, soit dans la composition de l'équipe, et aussi dans la définition de l'objet de recherche et dans l'analyse. Donc, on parle ici, par exemple, dans certains cas, d'analyse différenciée selon les sexes. Je sais qu'en éducation, c'est quelque chose auquel vous êtes habitué parce que c'est assez acquis, je pense, qu'il y a effectivement, par exemple, quand on pense à la persévérance et réussite scolaire, il y a des données différentes selon les sexes. Donc ça, vous êtes peut-être plus familière avec ça. Mais la question de l'équité, diversité, inclusion est quelque chose qui vient aussi s'ajouter. Et comme je vous dis, au fédéral, dans les organismes plutôt du secteur du génie et des sciences naturelles, on a vu des demandes très, très, très bien cotées sur le plan scientifique, mais qui n'ont pas été financées parce qu'elles ont échoué le critère de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. Alors, simplement vous dire que ce sont des tendances qui s'en viennent dans l'évaluation des demandes. Alors, je pense que j'ai fait le tour et je vais donc, s'il n'y a pas de questions immédiates, je vais passer la parole à Yves. Et je vais fermer mon... Sylvie, j'ai une question ici qui, à mon sens, n'est pas très claire, mais je vais la dire à haute voix. Okay. La personne me dit, un de mes répondants me dit de ne pas recevoir le formulaire pour le remplir. D'habitude, je communique sans problème avec ce courriel et j'ai fait le renvoi plusieurs fois. Qu'est-ce que je dois faire? Est-il possible d'avoir vos recommandations? Et elle dit, la personne, qu'elle va visionner la suite plus tard. Alors, moi, j'ai posé la question, je lui ai demandé de quel formulaire il s'agissait. Elle me dit la lettre du répondant. Donc, voilà, c'est ça la question. La lettre du répondant, puis est-ce que c'est dans quelle demande de quel programme de financement? Est-ce que c'est partenariat? Je ne le sais pas. OK. Je ne le sais pas. Donc, si c'est, par exemple, le programme engagement partenarial, effectivement, le partenaire doit... c'est sûr que là, si on parle d'une bourse, d'une demande de bourse, là, je ne peux pas répondre.
Si c'est un programme, un financement de recherche et que c'est une recherche partenariale, c'est vrai que, dans le fond, quand le chercheur rédige sa demande, complète le formulaire en ligne, il doit inscrire l'adresse courriel d'une personne ressource chez le partenaire et cette personne-là reçoit une invitation à participer et doit répondre, doit accepter cette invitation-là et doit également compléter un petit formulaire qui est très court auquel elle doit joindre la lettre d'engagement du partenaire. Alors, c'est sûr que si le partenaire ne fait pas ça, la demande ne peut pas être soumise. Alors, peut-être que c'est ça la question. Et la personne, je crois qu'elle a quitté, donc elle n'a pas okay. laissé. D'accord. Il y aurait une autre question de la part de Sabrina. Si vous voulez la poser, ouvrir votre micro puis la poser, votre question, allez-y. Parfait, merci beaucoup. Donc, Mme Bernier, j'ai une question. Vous avez nommé, par exemple, je ne me souviens plus sur quel diapo, que un des critères d'évaluation, c'est peut-être pas un critère explicite, mais c'était la continuité entre le projet qui est prévu et le doctorat ou ce qui aurait été fait par la suite. Mais pour quelqu'un qui arrive, qui investit un nouveau champ de recherche, à quel point c'est ça, à quel point c'est important, à quel point c'est évalué. Voilà ma question. Oui. Ben, en fait, je l'avais mentionné ça pour le programme Relève professoral parce que le programme Relève professoral, c'est véritablement un programme qui a pour but, dans le fond, de vous établir en recherche. Ce qui fait qu'en réalité, ce que ça signifie, c'est que vous devez démontrer, bien, moi, Sabrina, c'est tel domaine, mon champ de recherche, mon créneau propre de recherche, c'est ça ma contribution à l'avancement des connaissances. C'est là-dedans que j'ai envie de... Et normalement, c'est effectivement basé sur les recherches qui ont été menées au doctorat ou au postdoctorat. Si vous voulez investiguer un nouveau champ de recherche, je vous dirais que c'est peut-être pas dans le programme Relève professoral que vous devriez proposer ce projet-là. Vous pourriez probablement davantage le proposer. Bon, si vous êtes un chercheur établi, mais je pense que ce n'est pas votre cas, là, au contraire, vous avez le programme développement savoir est fait pour ça. C'est-à-dire que, entre autres, pour ça, il est là pour soutenir les jeunes chercheurs, mais il est là aussi pour soutenir les chercheurs établis qui veulent vraiment explorer un nouveau territoire de recherche où parfois ça peut être vraiment, j'ai déjà vu des cas où une chercheure vraiment très, très, très expérimentée voulait développer, en fait, était toujours dans le même domaine, sauf qu'elle avait travaillé vraiment dans des méthodes toujours très quantitatives et là, elle voulait travailler avec des méthodes qualitatives, des entrevues. Donc, il y avait vraiment quand même une réorientation significative de sa recherche et elle a soumis à développement savoir et a été financée. Donc, ça, c'est un programme pour lequel on peut déposer des demandes où il y a une réorientation du créneau de recherche. Le programme Relève professoral, c'est sûr que si vous avez terminé votre doctorat il y a 10 ans et vous avez travaillé, je dis n'importe quoi, sur la question du deuil, bon, et par la suite, la vie a fait que vous avez plutôt mené des recherches,
je sais pas moi, en gérontologie, encore là, je dis un peu n'importe quoi, c'est pas très logique, mais bon, vous vous êtes réorienté. C'est possible de faire une demande relève professorale à ce moment-là, en continuité avec vos recherches les plus récentes. Mais vous devrez bien justifier que vous avez l'intention d'en faire maintenant votre programme de recherche principal. Parce que c'est un programme, comme je le disais, qui est pour s'établir en recherche et donc établir votre territoire. Alors, c'est important que ce soit votre programme de recherche principal qui soit présenté. Alors, je ne sais pas si je réponds correctement à la question. Oui, ça répond. En fait, j'avais cette question-là parce que mon poste de professeur est vraiment dans un autre champ que les travaux que j'ai faits dans le cadre de mon doctorat. J'ai quelques travaux qui permettraient de justifier en fait ma connaissance du domaine, mais c'est sûr que j'investis un nouveau champ et je n'ai pas non plus une liste longue de publications en lien avec ce champ-là. OK. Ben là, vous devrez, mais vous n'avez pas le choix parce que votre poste est celui-là, si je comprends bien, donc vous n'avez pas le choix. Ben, vous devrez, je dirais, travailler pour démontrer que vos expériences récentes, premièrement, vous amènent à explorer un nouveau champ et vous donnent aussi, vous devrez vraiment mettre en valeur dans votre CV, dans vos principales réalisations, tout ce qui vous légitimise dans cette nouvelle orientation de recherche. Merci, c'est vraiment une réponse très claire et détaillée. Merci. Merci. Sasson, est-ce qu'on passe la parole à Yves? Excusez-moi, j'étais en train de parler alors que mon micro était fermé. Mais bon, je recommence. Il y avait deux autres personnes qui avaient levé la main. Il y a Jeanne qui demande qu'est-ce que vous entendez par chercheur établi, puis je pense que celle-là, elle est facile. Puis il y avait Samar qui a levé la main. Mais je n'ai pas vraiment de questions, donc je pense qu'elle va vouloir la poser elle-même. Donc, si on commençait par chercheur établi. Ben, c'est tous ceux qui ne sont plus chercheurs émergents. Donc, ceux qui, en fait, ceux qui ont au CRSH, on s'entend, ceux qui ont plus de 6 ans et plus d'expérience dans un poste de professeur d'université menant à la permanence ou qui ont soutenu depuis plus de 6 ans leur soutenance de thèse ou qui ont obtenu une subvention du CRSH en excluant, et ça c'est vraiment important, en excluant les subventions engagement partenarial et connexion. Donc, si vous avez reçu une subvention engagement partenarial ou une subvention connexion, vous ne perdez pas votre statut de chercheur émergent sur la base d'avoir reçu une subvention. Par contre, vous devez vous conformer aux autres critères qui sont plus de 6 ans depuis le début d'un poste ou... Est-ce que je suis claire? J'ai l'impression que... Oui, tout à fait. Oui, OK, bon, parfait, merci. Oui. Une dernière question, parce que je vois que le temps file, s'il vous plaît, parce que... une dernière question, donc on a une main levée, si vous voulez la poser, votre question. Oui, c'est moi. Rebonjour, Samar. Donc, voilà, ma question, elle concerne une précision à propos du SARIC. Est-ce que c'est un service spécifique à l'Université de Sherbrooke? Oui, oui. C'est ce qu'on appelle, c'est l'acronyme pour notre service de la recherche. D'accord. C'est beau? Oui, disons que dans la continuité, concernant les postes doctorants,
dans le cadre où le poste, je parle de moi-même, la postdoctorante, elle se présente comme chercheur principal. Donc, à un certain moment, comme elle n'est pas encore affiliée à l'université puisque c'est la demande de la subvention qui fait que si jamais la demande elle est acceptée, donc elle sera affiliée. Donc on se retrouve avec une période où on est comme diplômé d'une université et postdoctorante dans une autre université, mais on est comme entre deux statuts qui ne sont pas déterminés. Et c'est dans ce sens que je parle de ces rétroactions. C'est vrai, l'équipe avec qui je travaille, qui vont être mes co-superviseurs, on travaille ensemble, mais il y a comme dans certaines universités des centres d'aide, surtout durant ces moments-là, qui ne sont pas accessibles, puisque moi-même, en tant que post-doctorante, je n'ai pas encore mon statut, je ne suis pas inscrite. Je ne peux pas m'inscrire qu'à condition où la subvention elle est accordée. Ouais, OK. Mais qu'est-ce qui fait que vous dites que vous êtes post-doctorante? Est-ce que vous avez une bourse post-doc ou Non, je me suis présentée avec mon projet des professeurs OK. dans une autre université autre que la mienne où j'ai obtenu mon doctorat l'année passée. Et de ce fait, je suis candidate. Donc, je me présente comme une candidate post-doctorante. Oui. Ouais, c'est une très bonne question que vous posez parce qu'effectivement, si vous, dans les programmes pour lesquels vous pouvez soumettre vous-même une demande en tant que postdoctorante, vous devez malgré tout avoir une affiliation institutionnelle avec un établissement postsecondaire. Parce que vous devez, dans le fond, l'organisme administrateur, hein, c'est-à-dire l'établissement qui va gérer votre subvention, doit pouvoir s'engager à gérer la subvention durant toute la durée de la subvention, ce qui fait que ça vous prend une affiliation. Et effectivement, si vous n'êtes pas officiellement postdoctorante, ça vous pose un problème. Là, c'est sûr qu'on entre dans quelque chose de peut-être un petit peu plus personnel. Peut-être qu'il faudrait qu'on s'en reparle à l'extérieur de l'atelier. Oui, j'aimerais bien, oui, ça m'intéresse. Et d'ailleurs, je vous remercie pour la réponse, mais je voudrais bien pouvoir explorer certains aspects de ma question. OK. Écoutez, vous pouvez communiquer avec moi directement. Par courriel, d'accord. Oui, tout à fait. Oui, merci beaucoup. Donc, on va donner, sans plus tarder, Sylvie, un gros merci donc pour cette présentation très intéressante comme d'habitude. Et nous allons donner donc la parole à Yves qui va enchaîner à partir de maintenant. Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous voyez bien mon PowerPoint? Oui. Bon, c'est bien. Je vais commencer par un premier bon conseil d'amis, là. Prenez au sérieux tous les commentaires, toutes les recommandations formulées par Sylvie. Ce sont de bons commentaires qui méritent d'être entendus et qui méritent d'engager des comportements méticuleux. Néanmoins, tant qu'à être là, je vais quand même faire une présentation à partir de ma propre expérience, qui est une expérience de praticien. J'ai été sur très nombreux comités d'évaluation de toute forme d'organisation. Donc, je vous livre un peu mon vécu de l'intérieur. Double vécu, un vécu de personnes qui formulent, qui rédigent, qui soumettent des demandes de subvention et vécu de personnes qui ont participé à de nombreux comités d'évaluation.
avant de commencer, il faut prendre au sérieux l'idée que ça prend beaucoup de temps, c'est un processus qui est long. Il faut éviter de tout faire en même temps que la rentrée académique, finaliser tout le travail. Sylvie ne l'a pas souligné tout à l'heure, mais j'aimerais vous dire que ça s'est déjà vu que les sites Internet des organismes subventionnaires soient lents, non fonctionnels dans les derniers jours avant la demande de subvention. Ça s'est déjà vu que le SARIC, qui fait bien son travail, relève une incohérence qui requiert une opération qu'on n'est plus capable de faire. J'ai moi-même avorté une demande de subvention. J'étais dans le fin fond de la Colombie pendant les derniers jours du calendrier de travail. Donc, il faut partir d'avance et il faut avoir une banque de textes qui nous permettent de parfois relever des défis qui arrivent rapidement. Le SARIC nous envoie de l'information sur les demandes de subvention, parfois pas longtemps d'avance. Donc, quand on a des textes d'écrits de près, c'est comme ça que les grands chercheurs performent si bien, c'est qu'ils peuvent travailler à partir d'un patrimoine qu'ils peuvent mobiliser et adapter, évidemment, à chaque fois à la demande, à l'opportunité qui arrive. C'est important de fonder tout le travail de rédaction sur un bon état des connaissances. Moi, sauf exception, comme l'exemple que donnait Sylvie tout à l'heure, sauf exception, un candidat qui écrit dans son texte « Je vais faire un état des connaissances, puis on verra bien ce qui va sortir de ça, et je pourrai m'adapter ». Eh bien, le comité d'évaluation estimera que le travail préalable n'a pas été fait. Donc, si vous avez un peu d'argent facultaire d'un centre de recherche en tout début de carrière, le plus important, c'est de vous lancer sur de bons états des connaissances qui vous donneront, dans le fond, le premier patrimoine de texte sur lequel bâtir la suite des choses. Ça prend du temps aussi pour établir des partenariats, puis pas que des partenariats au sens des programmes partenariaux, là. La plupart du temps, les projets de recherche qu'on fait se réalisent dans un contexte réel. Et ce contexte réel-là a son propre agenda, sa propre temporalité. Donc, il faut établir ça d'avance avec les chercheurs, avec les partenaires de terrain et peut-être avec les utilisateurs de connaissances. Sylvie l'a évoqué tout à l'heure. Il y a beaucoup d'emphase de plus en plus, et je pense que c'est le temps de prendre le message au sérieux sur le transfert de connaissances. Et si vous voulez dire autre chose, que je vais aller dans des colloques, si possible, dans le Sud, là, et donc d'avoir une stratégie adaptée aux utilisateurs divers de connaissances, mais il faut peut-être établir des contacts avec eux, les mettre dans le coup, puis tenir compte de leur point de vue. Idéalement, c'est pas toujours possible, mais idéalement, lorsque vous pouvez élaborer une demande en commençant par j'ai un projet pilote de fait, j'ai fait une opération qui m'a permis de développer un outil, de tester une hypothèse, eh bien, c'est un avantage très important. Dans les 3 critères qu'évoquait Sylvie, le critère de faisabilité est sans doute le plus déterminant en ce sens que c'est très rare qu'on voit des demandes qui portent sur des objets pas intéressants ou c'est pas le débat que font les comités d'évaluation. La plupart, c'est plutôt est-ce que le projet est réaliste, faisable, tel que présenté, et d'où l'importance des commentaires que Sylvie a fait sur la méthodologie. Donc, ça souligne l'importance du seed-money. Si vous n'êtes pas déjà membre d'un centre de recherche, c'est le temps de vous bouger et de devenir membre de centre de recherche parce qu'ils peuvent vous donner de l'input, vous donner de l'accès à parfois du seed-money, parfois d'autres ressources qui peuvent vous aider. C'est très important. Vous devez prendre compte, une part importante de la présentation de Sylvie portait sur la gradation des programmes. Elle a tout à fait raison. Mais comme elle a dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'essayer quand même. On peut s'essayer, mais si vous devez arbitrer votre charge de travail entre fonds de relève et un autre projet, c'est bien entendu qu'il faut choisir le fonds de relève au départ. J'aimerais vous parler de qui va vous évaluer. Alors, qui va vous évaluer? En fait, c'est des gens un peu comme moi. C'est-à-dire, c'est des gens qui
bienveillants, qui ont de l'expérience pour la plupart, pas toujours. Parfois, il y a quelques personnes plus vertes autour de la table, mais c'est rarement quelqu'un qui aura votre compétence. On pourrait dire que l'évaluateur va évaluer un bon père ou une bonne mère de famille à partir des attributs de scientificité qu'il connaît. D'où la focalisation du commentaire de Sylvie sur la méthodologie. Ta dernière diapo, Sylvie, là, insistait beaucoup sur la méthodologie. L'évaluateur va plutôt postuler que, puisqu'il n'est pas compétent sur l'objet, que le travail aurait été bien fait au niveau de la problématisation. C'est comme un postulat bienveillant. Mais il va se replier cependant sur la méthodologie parce qu'il aura quelque chose à dire sur la méthodologie. Et donc, il faut que la méthode soit vraiment impeccable, qu'elle soit opérationnelle, qu'on voit les étapes, parce que c'est là que le chercheur évaluateur va d'abord porter son regard. Il nous arrive, malgré le travail des SARIC de ce monde, puis je tiens à dire pour la question précédente, là, il y a des SARIC dans toutes les universités. Il n'y a pas de Sylvie Bernier dans toutes les universités, mais il y a des SARIC partout. Malgré le travail des SARIC, on voit parfois arriver des demandes de subventions sans aucune référence dans la méthodologie. Je vais faire des entrevues. Ouais, mais desquelles? Quel type? Etc. Donc, c'est important de référencer qu'il y ait des attributs clairs de scientificité, donc notamment dans la méthodologie. Je vous rappelle aussi, c'est un peu moins vrai qu'avant, mais je vous rappelle aussi qu'il y a un fort risque que l'évaluateur vous lise pas rapidement, mais disons dans un contexte hors travail, genre dans l'avion, là, c'est un peu moins intense en ce moment, mais c'est très rare qu'on évalue le matin à 9 h le matin, parce qu'on a des choses à faire dans notre travail. L'évaluation, sauf exception, est un travail bénévole. Donc, ça se fait un peu dans les trous du reste du travail, et les chercheurs peuvent avoir tendance à évaluer au dernier moment. Il y a 2 ou 3 inférences qu'il faut faire avec ce que je viens de dire. Il faut écrire pour se faire comprendre. Ce n'est pas une écriture pour épater le lecteur. Ce n'est pas une écriture estudiantine qui va montrer qu'on connaît tout le champ puis qu'on a lu Hegel en allemand, etc. Ça n'intéressera pas le lecteur pressé, donc l'évaluateur. Ce qui va l'intéresser, c'est est-ce que les preuves de scientificité sont là? Est-ce que la faisabilité est bonne? Et s'il ne comprend pas, il se pourrait qu'il mette moins d'efforts sur votre demande de subvention. Et l'argument, pourtant, tout était là, c'est pas un bon argument. Vous devez vous-même vous faire comprendre. Et donc, vous avez une chance en éducation d'être des maîtres de la pédagogie. Rappelez-vous que l'art d'écrire une demande de subvention, dans une certaine mesure, en tout cas, c'est un acte pédagogique. Il faut se faire comprendre. Deuxième inférence importante, il y a des temps pour la créativité, puis il y a des temps pour le respect des formes. Brasser des idées, inventer votre concept de recherche, la question de recherche, ça, c'est de la créativité. Mais la rédaction de la demande doit suivre les recommandations formelles du bailleur de fonds, notamment les titres et les intertitres. Ne réinventez pas, ne renommez pas les choses, ne classez pas les choses autrement, parce que le lecteur va vous lire une fois rapidement. Il va vouloir, peut-être 2 jours plus tard, revenir à la section problématique. Mais s'il n'y a pas de section problématique, peut-être qu'il va moins approfondir votre texte. Donc, reprenez la structure imposée, reprenez les catégories imposées, sauf exception. Il peut y avoir peut-être des fois des sous-catégories non pertinentes, mais de plus en plus, d'ailleurs, il y a une tendance, je ne sais pas si Sylvie le voit, mais il y a une tendance à enlever les textes libres puis à forcer les gens à répondre dans des cases fermées, justement pour aider les évaluateurs qui ont peut-être 30, 40, 50, 100 demandes à lire rapidement. Vous êtes des jeunes chercheurs. J'ai été moi-même conseiller scientifique au FRQS et c'est un gros défi actuellement de recruter des évaluateurs. Les gens ont d'autres choses à faire, c'est bénévole, etc. C'est une grave erreur. Je vous invite, si on vous invite à participer à un comité d'évaluation, faites-le souvent, surtout en début de carrière. Moi, j'arrive à l'âge, je vais en faire un peu moins, là, j'ai envie de faire autre chose de mon temps, mais j'ai beaucoup profité des conseils de Sylvie et de son équipe,
mais aussi de ma connaissance de l'intérieur des comités d'évaluation. D'ailleurs, je vous invite, en plus de la relecture du SARIC, vous devez vous faire relire par des seniors. Et des seniors, pas des vieux. Des seniors qui ont déjà été sur des demandes de subvention, qui ont obtenu des demandes de subvention, des subventions, et qui ont été sur des comités d'évaluation. Parce qu'on a des vieux collègues qui peuvent pérorer parfois, et qui n'ont jamais été subventionnés. Donc, on les contourne. Ils peuvent être importants pour d'autres choses, mais on les contourne pour cette étape-là. Collez-vous sur un senior déjà financé, qui a déjà participé à des comités d'évaluation, et l'input va être admirable. Moi, j'ai beaucoup profité de l'expérience d'Yves Lenoir, qui commençait toujours ses demandes de subvention par une phrase très simple. Cette demande porte sur et vise à. Ça, c'est de la pédagogie. Et ça vient orienter le regard du lecteur sur le bon niveau de lecture que vous souhaitez. Est-ce qu'il faut avoir confiance au processus d'évaluation? Vous avez peut-être entendu vos directeurs de thèse se plaindre parfois. On ne me comprend pas dans les comités. Je vous dis que ce n'est pas une bonne phrase à formuler, là. Moi, j'ai absolument confiance au comité d'évaluation. C'est bien entendu qu'il peut y avoir des enjeux d'école, on peut tomber sur quelqu'un qui est plus bougonneux, etc. Mais globalement, il y a une très, très forte autorégulation des comités. Le collectif est très important dans les comités. Et les fonds font un travail remarquable pour éviter les bougonneux, pour éviter ceux qui pensent que la psychanalyse, ça ne vaut jamais rien, en aucune circonstance, ou qui ne prêchent que pour telle approche, là. Ils font beaucoup, beaucoup d'efforts pour réduire ces effets-là, notamment en monitorant le score de tout un chacun. Ça dépend des fonds, là, ça varie d'un fonds à l'autre, mais les moyennes sont dites, les écarts-types sont dits, lorsqu'il y a des évaluateurs qui surcotent, c'est dit. Donc, il y a de nombreux mécanismes pour éviter ce genre d'écart-là. Je vais vous donner maintenant un commentaire un peu paradoxal. Je vais vous dire que les comités ont moins de mémoire qu'on peut le penser. Ça tourne beaucoup sur les comités, hein. C'est volontaire, hein. Il n'y a pas personne qui dure 10 ans sur un comité, là, sauf exception. Mais néanmoins, il faut prendre au sérieux tous les commentaires que vous allez recevoir. Puis attendez-vous à ne pas être subventionné la première fois, là, et de recevoir donc des commentaires. Vous devez y retourner, c'est obligatoire d'y retourner. Il faut prendre au sérieux tous les commentaires, y compris les commentaires bizarres, contradictoires, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez donner une chance aux commentaires de vous atteindre. Et l'argument, je ne comprends pas, j'ai pourtant signalé que je faisais ça dans telle place du document, là. Peut-être que la personne ne l'a pas vu pour une bonne raison. Il n'était pas au bon endroit, je ne sais pas. Et donc, même le commentaire inhabile ou impropre mérite d'être considéré dans une perspective notamment pédagogique que j'évoquais tout à l'heure. Bon, écrire la demande. Avant d'écrire, il faut lire profondément et lire évidemment les critères, les règles du programme. Quand on est dans le rush à la fin, là, fin septembre, là, c'est trop rare. Et j'attire votre attention que sur les fonds fédéraux, là, c'est une autre langue, hein. C'est des gens qui parlent une autre langue que nous. Moi, je ne comprends jamais les critères fédéraux. D'où l'importance de traducteurs comme Sylvie et son équipe, là, qui, eux, connaissent la langue fédérale parce qu'ils parlent au fédéral régulièrement. Puis, il y a beaucoup de jeunes chercheurs qui hésitent à appeler directement le fonds. En général, ils sont assez client-oriented. Ils répondent aux questions, ils donnent des bons conseils. Et donc, ils peuvent vous traduire dans une langue normale, là, les critères en question. Je vous invite à distinguer les critères de qualification des critères d'évaluation, parce qu'on ne les aborde pas tout à fait de la même manière. Il y a des critères qui vous permettent de jouer le jeu. Tout à l'heure, le critère des postdocs, c'est des critères qui nous permettent d'entrer dans le jeu. Et il y a d'autres critères qui sont des critères d'évaluation, de performance. Et ceux-là méritent un travail un peu différent. Ce que j'essaie de dire, c'est que de dire « je vais faire du transfert de connaissances », je vous jure, jurer, cracher, etc., c'est pas suffisant. Ça, c'est un critère de qualification. On s'attend que ce soit là.
Ce qui est de la performance, c'est quel niveau de transfert de connaissances vous allez faire, jusqu'où vous allez être apte à rejoindre tous les détenteurs d'intérêt, quelles preuves qu'on a. Ça c'est en docimologie, là, vous savez mieux que moi, là. C'est une autre forme d'attribut et c'est ce qui va faire la différence entre ceux qui vont passer et ceux qui ne passeront pas. Surtout pour les jeunes, écrire comme un chercheur, pas comme un étudiant. Un étudiant veut plaire à ses professeurs, montrer qu'il y a une grande culture générale. Ça, c'est pas intéressant. Pour des gens des sciences sociales, je vais dire une phrase, je vais me corriger après. Il ne faut pas écrire comme un intellectuel. Il faut écrire comme un chercheur. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ayez lu Hegel en allemand, que vous ayez lu tous les textes non publiés de Michel Foucault, etc., c'est très bon. C'est très, comment je pourrais dire, ça fait wow des portées universitaires, là. Mais autour d'un comité d'évaluation, ce qu'ils veulent savoir, c'est ce que vous proposez est-il faisable et chaque phrase, est-ce qu'elle vous permettra, est-ce qu'elle permettra, du point de vue de l'évaluateur, d'atteindre l'objectif attendu? Que vous connaissiez Michel Foucault dans toutes ses œuvres non publiées, c'est pas toujours utile. Que vous soyez le seul à comprendre le concept d'épistémé dans tout le Bas-Saint-Laurent, c'est pas utile pour ça, à moins que vous ayez un projet d'érudition sur Foucault. Là. Évidemment, il y a des cas d'exception. Bon, écrit pour faire comprendre, je l'ai dit tantôt. Il faut faire très attention à l'inférence que pourrait faire un évaluateur de la forme sur le fond. Alors, comment ça se passe? On travaille pendant 6 mois sur le projet, on rebrasse les idées, on fait les structures d'objectifs, etc. Puis à la fin, on est sous le roche, puis on fait toutes sortes de sections très, très vite avec des fautes de français. Ou des mots qui manquent, des phrases doublées, etc. Et là, le lecteur pourra se dire, je ne sais pas pourquoi il ne parle pas de Bandura dans ce texte-là. Je m'attendrais qu'il parle de Bandura, puis là, ben, il n'est pas là. Puis là, il pourrait se dire, ben, je vois bien que c'est un texte bâclé, il y a des fautes de français, il y a des phrases en double, etc. Il pourrait se dire, non pas, plutôt que de se dire, Bandura ne l'intéressait pas, il va dire, bien, c'est un oubli. Et donc, il faut que la forme soit impeccable, il faut qu'elle soit aérée et pleine en même temps. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a si vous avez droit à 5000 caractères puis vous avez 4800, un lecteur pourrait se dire, ben, il y avait encore 200 caractères pour nous parler de Bandura. Donc, vous devez occuper 100% de l'espace pour bloquer l'argument qu'il y avait d'espace pour parler de Bandura, sans cependant faire un grand texte sans paragraphe, sans intertitre. Donc, des titres qui accompagnent le lecteur, c'est de la métacommunication, si je peux dire, là, de la métacommunication, un peu d'espace, mais pas de trou. Faut faire relire, je l'ai dit tantôt, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il faut y aller ou pas? Peut-être qu'il y a des gens qui se disent, ah ben là, ça a l'air d'être d'ouvrage, cette affaire-là, peut-être que je ne l'aurai pas. Il n'y a personne qui a posé de questions sur les taux de financement, mais aux IRSC, il y a des programmes à 7-8 %. Donc, au CSF, on relève, c'est un peu plus élevé. C'est même pas FQRSC, c'est plus élevé. 40 ou 50. Je vais même vous dire quelque chose. Si vous n'avez pas la relève FQRSC, là, c'est un gros message. Il faut vraiment vous prendre en main pour la suite, là, puis faire ce qu'il faut pour redresser le cap. Moi, je vais vous dire, peut-être que Sylvie n'aurait pas le même point de vue que moi, mais je vais vous dire que dans le doute, il faut y aller. Pour moi, c'est votre métier que de faire des demandes de subvention. Ce n'est pas quelque chose que vous faites quand vous avez du temps. C'est quelque chose que vous faites au quotidien. Et la conséquence, c'est que vous allez pouvoir prendre de l'expérience, comprendre comment on écrit ces affaires-là pour être compris. Il y a aussi la loi des grands nombres. Là. Je ne sais pas si Sylvie y croit, mais de temps en temps, moi, j'ai des demandes de subventions que je me donnerais, j'ai des subventions que je ne m'octroierais pas moi-même, que j'ai eues. Puis d'autres fois, j'ai fait des choses très bonnes que je n'ai pas eues. Donc, il y a une part, il faut y aller. T'sais. Mais surtout, ça vous permet de constituer votre petit patrimoine de texte qui vous permettra, tout à l'heure, Sylvie parlait des actions concertées. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup d'actions concertées qui sortent en plein été, pendant les vacances, puis qu'on a 2-3 semaines pour se revirer de bord, puis là, c'est trop tard. Là. C'est tout le temps les gros noms qui captent ça parce qu'ils ont déjà leur patrimoine de texte. Donc,
vous devez faire des demandes de subvention pour bâtir votre patrimoine de texte et pouvoir les réemployer. Là, c'est bien entendu, là, je vous le dis tout de suite, là, les évaluateurs voient quand c'est une demande de subvention qui a été produite pour un autre programme. Donc, vous devez utiliser votre patrimoine de texte, mais tout de même l'adapter à chaque fois, évidemment, à la forme et aux attentes du bailleur de fonds. J'ai quelques conseils sur l'écriture. Faites attention aux schémas et aux tableaux dans votre demande de subvention. Le lecteur pressé va tourner son regard tout de suite sur le schéma. Quand il va vous relire, il va peut-être regarder que le schéma. Et donc, le schéma doit être impeccable, doit être lisible en un coup d'œil et ne pas ouvrir à la polémique. J'ai envie de vous dire que ce n'est pas le temps d'inventer vos propres modèles conceptuels, à moins qu'ils aient été vraiment très bien travaillés ailleurs. C'est plutôt le temps de dire, j'emprunte un modèle conceptuel reconnu, par exemple Sorensen en littératie, vous le mettez tout petit, ça rassure l'évaluateur, quitte à dire que je vais le faire évoluer, je l'enrichis comme ceci ou comme cela. Mais un modèle tout nouveau là, que vous avez sorti, que votre blonde a lu, ça vous met vraiment à risque d'ouvrir des débats. L'argument de la longueur n'est jamais un bon argument. Il y a une tendance de plus en plus de la longueur de votre espace que vous avez pour répondre, pour compléter la demande. Il y a une tendance à faire des demandes toujours plus courtes. On s'en va parfois même vers des 2 ou 3 pages. Et donc, en 2 ou 3 pages, vous devez convaincre le chercheur, le comité avec tous les attributs de scientificité. Donc, tout ce qui est périphrase, tout ce qui est style, tout ce qui est érudition, là, évidemment que ça saute en premier. Vous ne pouvez pas mettre vos 3 paragraphes pour montrer que vous êtes le meilleur foucaldien du Canada, s'il n'y a pas de méthodologie. Donc, ça vous force à aller très vite. Mettre des références, c'est vraiment étonnant, mais il faut mettre des références là où c'est requis, là, parce que s'il n'y a pas de référence, ça peut créer un doute auprès du lecteur qui se dira, bien, est-ce qu'il a lu telle recension des écrits qui dit pourtant le contraire de sa problématique, là? Et ça, c'est un problème. Peut-être un petit truc en passant. Tout à l'heure, Sylvie évoquait les recensions systématiques, là. C'est une bonne manière d'écrire beaucoup en peu de mots. Quand vous citez une recension des écrits systématiques puis qu'elle est systématique, vous le dites. Et ce faisant, vous dites, ben, j'ai lu 40 000 textes. Quand Trisha Greenhalgh a lu tous les textes qui ont été écrits dans l'univers sur le leadership en santé, eh bien, quand vous la citez elle, vous citez tout ça. Et quand vous dites, Greenhalgh recommande de travailler sur mon objet tel que je le propose, le lecteur est content, l'évaluateur est content, il est rassuré. Et donc, référer une méta-analyse comme ça, c'est tout de suite, en une ligne, vous dites énormément de choses qui rassurent tout le monde. Autre conseil de base, il faut que les concepts soient stables. C'est étonnant de voir comment il y a 2 ou 3 libellés d'objectifs dans un même texte. Et dès qu'il y a 2 ou 3 libellés d'objectifs, le lecteur se dit, mais c'est quel le bon? Puis soyez certains, là, il peut prendre le moins bon pour éviter de poursuivre le débat. Il faut qu'il y ait un lien explicite entre les objectifs et la méthode. Ce n'est pas au lecteur à refaire le fil entre telle opération me permettra de rencontrer tel objectif. Yves Lenoir, mon maître, il mettait toujours dans la méthodologie, entre parenthèses, collecte 1, objectif 1, collecte 2, objectif 1 et 2, etc. Puis le lecteur peut faire le même travail. Et ça va un peu comme ça aussi pour les budgets. Moi, ça m'a pris des années à être un bon producteur de budget. Je pourrais même dire que je ne suis pas encore rendu vraiment bon. Souvent, le CEREC me retourne les budgets parce que le lien entre le budget et les opérations n'est pas clair. Et si le lecteur ne voit pas le lien, eh bien, il va dire, ben, il dépense pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut faire? Ou, pour le dire autrement, si le budget a l'air d'induire une nouvelle activité qui n'est pas dans la méthode, il va se dire, c'est qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi le nombre exact, etc. Alors, je continue. L'évaluateur recherche avant tout des indices potentiels d'avancement de connaissances. Ça n'arrive pas qu'on dise, ça arrive très rarement.
je dirais 1 fois sur 100 ou 2 fois sur 100, on va dire, ça a déjà été travaillé quelque part, c'est un vieux débat. La plupart du temps, là, vous allez recevoir un commentaire du style « Recherche très pertinente, mais cependant, on a des doutes sur la faisabilité et la scientificité. » Ça, c'est ce qu'on appelle un bec de sœur. C'est-à-dire, on est content de l'avoir, là, mais c'est pas ça qu'on veut, là. Ce qu'on veut, c'est la subvention. Et donc, en général, c'est pas la pertinence sociale ni même scientifique qui est en cause, c'est vraiment est-ce que vous subventionnez, vous, va faire une différence pour le Canada. Donc, c'est pas un concours littéraire. Votre proposition doit être originale, mais surtout spécifique. Il faut qu'on voit une contribution. Si vous dites, je vais avancer, je vais faire une recherche bien importante, il y a beaucoup de problèmes sur le leadership scolaire ou la gestion de classe, et qu'un lecteur lève la main autour de la table et dit, bien ça, c'est trop général, donc il y a des millions de textes qui ont été faits là-dessus, ça tue à peu près le débat. Là. J'attire votre attention que de plus en plus de fonds qui font une présélection, hein. C'est-à-dire que c'est pas toujours tous les dossiers qui sont lus avec profondeur. Et donc, il faut qu'il y ait de la spécificité dans votre travail. Justifier toutes les situations particulières. Vous avez un CV européen ou nord-africain. Expliquez c'est quoi l'effet de tout ça sur votre productivité, sur la manière de rendre des comptes, etc. Vous avez les notes, ça compte pas, mais en tout cas, bref. Tout ce qui est particulier, ça se justifie. Chaque bizarrerie mérite une justification. Puis, la justification, c'est pas j'ai manqué de temps, là, ça, c'est jamais une bonne justification parce que c'est une preuve de non-faisabilité. C'est une preuve que vous n'êtes pas focalisé. Quelqu'un qui a écrit 200 articles dans Vie pédagogique dans le dernier mois, puis qui n'a pas publié aucun résultat de sa thèse, eh bien, c'est une preuve qui est mal focalisée. C'est vraiment, il faut prendre ça au sérieux. C'est très important de faire attention à ce que j'appelle, moi, les petits points. On met 6 mois de travail à faire la problématique, le projet de recherche en tant que tel, puis on va aller très vite sur tous les points complémentaires, là, le transfert de connaissances, etc. Je vais vous dire vraiment quelque chose d'important, là. Sur 100 demandes, il y en a 3-4 qui font « wow ». Puis il n'y a pas de débat. Ils sont financés d'emblée. Il y en a 7, 8, 10 qu'on se dit « qu'est-ce qu'ils font là ». Mais tous les autres, les 85 autres qui sont là, au milieu, sont finançables. Et la ligne entre les financés et les non financés, elle se joue toujours sur 1, 2, 3 points, souvent même des dixièmes de points. Il y a des fonds qui vont en fin de parcours, qui vont arbitrer, là, puis ils vont dire, ben là, la moyenne, c'est 82,35, puis là, c'est 82,30. Ils vont peut-être discuter, est-ce qu'on est confiant du score? Et si on est confiant du score, c'est le point 35 qui va gagner sur le point 30. Et donc, il n'y a pas de petits points dans votre document. Il faut avoir la même qualité partout. En anglais ou pas, au CRSH, le français est bien traité. Aux IRSC, c'est un autre débat, là. Les IRSC sont en train d'évoluer, puis c'est peut-être moins intéressant pour vous, mais aux IRSC, la réponse serait plutôt oui. Très important, malheureusement, on va manquer de temps, je pense, pour les questions, là. Il est très important d'avoir une structure d'objectifs. Pas des objectifs, mais bien une structure d'objectifs. Et chaque verbe va indiquer, va appeler une méthodologie et va énoncer une pertinence sociale. Si vous dites, je vais décrire ceci, décrire cela, décrire ceci, décrire cela, 4 objectifs, c'est pas intéressant, c'est trop vague. Je vais décrire cela, en dégager les barrières, les facilitateurs. Je vais produire des recommandations. Je vais développer un outil. Chaque verbe de la structure d'objectif donne un élan narratif à votre thèse. Si vous dites, mon objectif, c'est d'expliquer la gestion de classe en 2020, là,
c'est trop général. Il faut que ça soit modulé à votre intention et ça vous permet aussi d'attacher les objectifs à la méthode. Il y aura des aspects exploratoires, puis là, le verbe sera explorer, puis il y aura un objectif plus explicatif, et là, ça sera expliqué. Mais il faudra bien que la tonalité des verbes reflète la tonalité des opérations qui vont suivre. Vous avez la chance en éducation d'avoir une maîtrise de l'art des objectifs. Là. Profitez bien de cette occasion-là. Yves, j'ai une question. Est-ce que vous la prenez tout de suite ou vous attendez la fin? C'est que la fin est dans 5 minutes, puis je donne un cours dans 5 minutes. Là. Je suis un peu coincé. Alors, est-ce que vous voulez, est-ce que je continue un peu, puis je pourrais répondre à des questions par courrier électronique éventuellement? Par courriel? OK, c'est beau. Plus tard. C'est important d'avoir un titre clair, parce que le titre, c'est vraiment une marque de commerce, c'est vraiment ça que le lecteur va retenir. Et idéalement, il faut que dans le titre, qu'il n'y ait pas de concept qui n'apparaisse pas dans les questions et objectifs de recherche. Je vous ai mis un beau titre là, bien clair là, qui a été financé puis pour lequel on est très fiers. Sur la problématique, un mot, j'en ai vite là, maintenant, là, vous avez le PowerPoint. La problématique, c'est moins une problématique narrative, une histoire où vous prenez sous là les textes qui vous conviennent. Elle doit inclure un état des connaissances qui fait preuve. Ce n'est pas votre habilité rédactionnelle qui est évaluée. C'est dans l'état des connaissances dans votre domaine, est-ce que c'est évident qu'il faut travailler sur le leadership en classe ou la gestion de classe? Parce que raconter une histoire, il faut le faire, mais ce n'est pas suffisant. Il doit y avoir cette dimension d'état des connaissances. Et pour moi, c'est une des faiblesses fondamentales de la plupart des demandes en sciences sociales. Peu d'efforts à montrer que le petit bout qui nous intéresse, c'est vraiment hyper essentiel à combler. Pour le cadre théorique et le cadre conceptuel, évitez les mantras généraux, là, genre je suis postmoderne, ça ne veut rien dire, ou j'ai une méthodologie phénoménologique, c'est pas assez. Il faut que ce soit opératoire, il faut que ça rassure le lecteur qui ne comprend pas ce que vous faites, que vous êtes fondé sur quelque chose de solide. Sylvie l'a dit tout à l'heure, mais j'insiste, pour moi, c'est le point le plus important pour un évaluateur. Justifiez votre méthode. Objectif, vous faites des entrevues, très bien. Quel objet de questionnement? Quel type d'entrevue? Un entretien directif, semi-directif? Quel N? Pourquoi ce N-là? Donc, il faut tout justifier et notamment justifier dès que vous touchez à des groupes un peu rares ou pour lesquels il y a des objets sensibles, là, il faut qu'il y ait une justification éthique. Pour tout le reste, ça, c'est pas important. Je donne un exemple simple. Là. Vous voulez travailler en contexte autochtone, c'est obligatoire de référer aux règles des 3 conseils en matière de recherche en contexte autochtone. Là. Il faut que le lecteur connaisse. Il faut que vous dites, j'ai un contact avec le conseil de bande. Vous mettez le nom de la personne. Il faut que le lecteur ait confiance que le défi de faisabilité qui est de travailler en contexte autochtone, que vous l'ayez relevé. Le projet peut être parfait à tous égards. Si le lecteur n'a pas confiance que vous connaissez le milieu autochtone, c'est fini. Il n'y a plus de débat. Ça pourrait valoir aussi pour les enfants de la rue, par exemple, ou des jeunes de la rue. Là, ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir de l'éthique tout le temps, mais quand il y a des particularités comme celle-là, il faut le faire. Je vais peut-être conclure là-dessus en vous disant que le transfert de connaissances, c'est plus qu'une mode actuellement. C'est vraiment une évolution paradigmatique des bailleurs de fonds. Ils en ont marre de financer de la recherche pour faire plaisir aux chercheurs. Ils veulent de la recherche qui a de l'effet dans le réel. Et pour qu'il y ait de l'effet dans le réel, il doit y avoir un transfert de connaissances qui va au-delà des colloques. Là.
il doit y avoir des colloques et des publications. Mais soyez originaux, montrez que vous avez des liens avec des décideurs de tout ordre, montrez que vous avez des relais, pas je suis membre du CRIF et grâce au CRIF, tout l'univers va me lire. Comment donner des preuves réelles de ça, et notamment, puis je conclue là-dessus, c'est mon dernier mot, je vais embaucher des étudiants. Tout le monde fait ça. C'est pas distinctif. Dites qui, c'est possible, et dites qu'est-ce qu'ils vont faire et quelles conséquences aura leur participation dans votre projet. Ils vont être sur mes publications, on va publier à tel endroit. L'étudiant va publier lui-même un article secondaire qui va porter sur, etc. Bon, peut-être que tout ça là ne se réalisera pas, mais ça va donner un sens. C'est un exemple de petit point. Le CRSH, je pense sous le contrôle de Sylvie, est plus sensible que d'autres sur la place des étudiants dans les recherches. Et si vous avez une preuve très concrète, vous allez avoir 5 sur 5 au lieu de 4 sur 5, là, et c'est un point qui peut faire une différence. Je conclue en disant que je dois partir, je donne un cours des étudiants de temps, mais n'hésitez pas à m'écrire, je vais pouvoir répondre à vos questions avec bonheur, là, puis le PowerPoint va vous être envoyé si vous ne l'avez pas déjà. Donc, désolé de partir si rapidement, mais ainsi va la vie. Merci Yves. Bonne fin d'après-midi. Bon cours. Merci. Bon, je vais arrêter aussi l'enregistrement. Sylvie, ben, je vous remercie aussi pour votre temps. Il y a probablement des personnes qui vont vous écrire là, pour poser d'autres questions. Présentation super intéressante comme d'habitude. Merci. Puis, je souhaite à tous et à toutes un bel après-midi. Merci, Sassen. Au revoir. Merci tout le monde.